Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors sur les marchés financiers, il y a deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui pensent qu'il est impossible de prédire l'avenir, et j'en fais partie, et puis il y a ceux qui essayent de deviner un peu les perspectives de croissance d'une entreprise, des futurs chiffres macroéconomiques, est-ce qu'on va avoir de la croissance, de la récession, etc. Alors en tant que professionnel, on essaye de prédire plutôt de manière indirecte, en réfléchissant en termes de scénarios. Par exemple, un scénario optimiste, un scénario neutre, un scénario pessimiste. Et on assigne à chacun de ces scénarios une probabilité et puis un prix cible. Par exemple, 12 euros, 11 euros, 10 euros, avec des probabilités qui vont être de 1 tiers pour chacun des trois scénarios, et puis on va calculer ce qu'on appelle une expected value, c'est-à-dire une valeur attendue, donc avec 33% de chance qu'on ait 12 euros, 33% de chance 11 euros, 33% de chance 10 euros. On reste un peu dans de la prédiction, mais l'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas une vision blanche ou noire du marché. Moi, j'avoue que de mon côté, ça fait bien longtemps que j'ai abandonné l'idée de prédire l'avenir pour améliorer la performance de mon portefeuille. Et le coronavirus, en fait, il fait que me conforter dans cette idée. Alors voilà, pour rigoler un peu, les prévisions des analystes en ce début d'année pour le S&P 500, donc le principal indice des actions américaines. Pour rappel, on est descendu à 2200, on est aujourd'hui autour de 2800, et on voit bien que toutes les prédictions sont évidemment fausses. Alors bien sûr, on n'est pas encore à la fin de l'année, on est qu'en avril, mais on voit à quel point le monde actuel est totalement imprévisible. Alors il y a une étude assez connue qui a été faite par CXO Advisory, que je vous mets à l'écran, qui a analysé les prédictions de 68 gourous de la finance de 2005 à 2012, ce qui fait plus de 6500 prévisions. Bon, ils les ont classifiées en gros entre prédictions haussières et baissières, et puis ils ont regardé le pourcentage de réussite. Et on voit que ce pourcentage de réussite, il va, suivant les gourous entre guillemets, de 20% à 68% de réussite. Et on est en moyenne autour de 47% de réussite. Donc en fait, on fait mieux en jouant à pile ou face. Et donc ce qui est à la mode en finance depuis quelques années, c'est plus du tout de prédire l'avenir, c'est de prédire le présent. C'est ce qu'on appelle en anglais le nowcasting, à comparer au forecasting, donc qui lui est vraiment l'anticipation du futur. Alors vous allez me dire, mais comment ça, anticiper le présent, prédire le présent on le connaît? Eh bien non, pas vraiment, en tout cas pas en économie. Parce qu'il y a souvent un délai qui est très important entre le moment où l'économie se passe et au moment où on a les chiffres de ce qui s'est réellement passé. C'est vrai autant en macroéconomie, par exemple pour les chiffres d'inflation ou de chômage, ou bien du côté des entreprises pour les chiffres de résultats et de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, en pleine crise du coronavirus, c'est vraiment le cas flagrant, où on a une économie qui est à l'arrêt, et pourtant, ça ne se voit pas encore dans beaucoup de chiffres économiques, que ce soit des chiffres macroéconomiques ou bien des chiffres de publication de résultats des entreprises. Donc déjà, si vous arrivez à savoir ce qui se passe maintenant, si vous arrivez à avoir des chiffres exacts de chiffre d'affaires de la plupart des entreprises ou des chiffres d'inflation, bah déjà, vous êtes en avance sur tout le monde. C'est fou, hein, mais déjà, de connaître le présent vous fait être en avance. Et en fait, le nowcasting est de plus en plus utilisé dans tous les domaines où la prévision est presque impossible. Après des années à essayer de prévoir les tremblements de terre, la meilleure solution aujourd'hui, c'est d'attendre qu'ils arrivent et de les détecter le plus tôt possible pour pouvoir informer les gens quelques minutes avant un tsunami, par exemple. Vous avez peut-être vu ma vidéo sur l'impact du coronavirus sur l'économie, et vous voyez que c'est typiquement ce que fait l'INSEE. L'INSEE, ils ne peuvent plus se baser sur leurs moyens standards de mesure, donc ils prennent des moyens temps réel en fait, pour le faire, donc typiquement le nombre de transactions de cartes bancaires. Et ça, c'est typiquement donc la nouvelle tendance de nowcasting, plutôt que d'essayer de prévoir le futur, on regarde vraiment en temps réel ce qui se passe aujourd'hui. Alors le nowcasting, la prévision du présent, elle prend de plus en plus de place dans les modèles de trading des grands hedge funds. Alors comment est-ce qu'on fait du nowcasting? En fait, en utilisant ce qu'on appelle les données alternatives. Donc des données qui ne sont pas vraiment officielles et qui sont en général en temps réel. Donc j'ai déjà parlé des données des cartes bancaires, mais il y a toutes sortes de données qu'on trouve notamment sur le web. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le web scrapping. On peut par exemple anticiper les chiffres de l'inflation en observant les mouvements des prix sur les sites de vente en ligne comme Amazon. Donc si votre modèle arrive à collecter toutes les données de prix, ou en tout cas beaucoup de données de prix en temps réel, et à anticiper les chiffres d'inflation, vous pouvez déjà gagner beaucoup d'argent sur les marchés de taux. Et de la même manière, en faisant ce web scrapping, on peut aussi surveiller les offres d'emploi des sociétés, les avis sur leurs produits, pour pouvoir anticiper une phase de croissance. Alors bien sûr, ça demande pas mal de moyens, mais si vous êtes en hedge fund, avec une batterie d'ingénieurs et beaucoup d'argent pour acheter des données en temps réel, vous pouvez acheter des données satellites, par exemple, qui vont regarder les parkings des supermarchés pour savoir avant tout le monde si leurs revenus sont en hausse ou en baisse.
Alors on voit à l'écran la surveillance d'un parking de la chaîne Target aux États-Unis qui a permis d'anticiper des résultats décevants en 2016. Alors ça peut paraître une blague, cette surveillance de parking, mais il faut savoir que ces données, elles sont accessibles et utilisées depuis 2011. Et la société RS Metrics, par exemple, elle peut vous vendre des données de ce type. Alors c'est très utilisé par les traders de métaux qui s'en servent pour suivre la production de cuivre ou d'aluminium en temps réel. Alors je vous mets à l'image la surveillance de la fonderie d'aluminium Al Tawila à côté de Dubaï, et on peut clairement voir les stocks baisser en 2018 uniquement à l'aide d'images satellites. C'est un peu comme si vous pouviez avoir accès aux chiffres en temps réel de stockage ou de production. Alors vous allez me dire, ouais, c'est super intéressant cette histoire de données alternatives, mais est-ce que ça peut être accessible aux particuliers? Alors oui et non, parce qu'on a beaucoup d'outils qui permettent de faire du nowcasting, détecter les tendances au plus tôt, et il y en a certains, et pas les moins intéressants, qui sont totalement gratuits et accessibles. Par exemple, Google Trend, que vous connaissez sûrement, et qui vous donne les tendances de recherche de mots-clés sur Google. Alors, bien sûr, le premier défi, c'est d'avoir accès à ces données, puisque c'est le cas pour Google Trend, mais ce n'est pas le cas pour les images satellites. Mais finalement, l'autre gros défi, c'est pas tant d'avoir les données, c'est une fois que vous les avez, comment est-ce que vous les utilisez? Et pour ça, Google Trend, c'est un bon exemple. Ok, c'est un outil gratuit qui vous donne accès à des statistiques qui sont clés, c'est le concentré de tout ce qui intéresse les gens à un instant T. Et pourtant, la grande question, ça va être quelles données chercher dans cet océan d'informations et comment les utiliser en bourse. Alors je peux vous donner un exemple, mais il y en a des milliers. Le hedge fund de Steve Cohen, Point72, a profité de la période des bonnes résolutions en janvier 2019, vous savez, quand tout le monde veut perdre du poids, veut se remettre au sport, pour étudier les sociétés de régime. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont croisé les données de Google, des cartes bancaires, des réseaux sociaux, et ils ont vu que la société Weight Watchers, elle perdait de l'intérêt face à des concurrents comme Keto Diet, et ils l'ont vendue à découvert. Donc cette histoire de données alternatives et de nowcasting, c'est quelque chose qui est sans fin, on est au tout début de l'histoire, et donc je pense qu'on va de moins en moins vers des modèles prédictifs du futur, et de plus en plus vers ces modèles de détection de trends, détection de tendances à très court terme. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt.